Bonjour Startup Vision, bonjour Florence, je suis le professeur Fabien Réal, je suis professeur à l'Université de Paris. Je suis chef de service de chirurgie des cancers du sein, des cancers gynécologiques et de la reconstruction à l'Institut Curie à Paris. Et je dirige une équipe de recherche qu'on appelle translationnelle, qui travaille essentiellement sur le cancer du sein, toujours à l'Institut Curie. Bonjour Fabien, merci beaucoup de prendre de votre temps pour pouvoir partager quelques réflexions avec nous sur Startup Vision TV. Alors, vous êtes dans l'un des hôpitaux les plus en pointe dans le traitement et la recherche des cancers, hein, l'Institut Curie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on en est en ce moment dans la recherche et dans les soins sur le cancer? Et par exemple, aux États-Unis, il y a une énorme coopération entre les hôpitaux, les universités et les medtech, ces startups qui font de la recherche. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe en France? Alors en France, il y a une dynamique qui est forte en recherche, qui est alimentée par les soins et qui alimente les soins en retour. Cette articulation dont vous parlez entre les medtech, les universités, les centres de traitement existe en France, existe probablement en France avec une moins grande ampleur qu'aux États-Unis, parce que évidemment, quand vous connaissez les États-Unis, que vous connaissez Cambridge, que vous connaissez San Francisco et ces endroits qui sont pleins de start-tech, de biotech, de tout type et pour des technologies extrêmement variées. Et évidemment, nous n'avons pas l'équivalent en France. Après, il y a une connaissance médicale qui est de très bon niveau. Nous avons des bases de données de bon niveau. Nous avons des chercheurs de bon niveau. Et la recherche en France doit être agile, probablement différemment, puisque cette articulation se fait moins facilement qu'aux États-Unis. Alors, la data et l'intelligence artificielle sont au cœur de l'innovation technologique. En quoi aide-t-elle la médecine? Ouais, c'est un nouvel élément extrêmement important. D'abord, c'est un élément qui va investir le quotidien de la prise en charge des patients, c'est-à-dire comment être beaucoup plus pertinent dans nos prises en charge, comment faire que nous nuisions le moins possible à la condition des patients, comment faire que nous améliorions à très grande vitesse la prise en charge des soins et surtout la diffusion des nouvelles pratiques. Ça, les données peuvent le faire et les données nous permettent aussi d'identifier de nouvelles hypothèses de traitement, des nouvelles hypothèses de prise en charge. Et la France est particulièrement riche parce qu'elle a un système d'assurance maladie qui enregistre la totalité des soins sur la totalité du territoire, sur la totalité des Français et qui permet aujourd'hui de découvrir un certain nombre d'informations. Et la connexion de ces données-là aux données des patients directement et aux données des dossiers médicaux devrait nous permettre de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe en cancérologie et d'améliorer les hypothèses de recherche et donc les traitements ensuite de nos patients. Alors, vous dites que 40% des cancers pourraient être évités et ils sont dus au comportement humain. Donc, que se passe-t-il là? Racontez-nous. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est qu'effectivement, une très grande partie des cancers sont complètement évitables. Sont évitables par l'arrêt du tabac, sont évitables par la réalisation d'une activité sportive plusieurs fois par semaine, sont évitables par un équilibre alimentaire, sont évitables par la vaccination contre un certain nombre de virus. L'ensemble de ça, ça représente à peu près, sont évitables par la faible exposition au soleil. L'ensemble de ces facteurs-là, c'est 40 voire 50% des cancers, ce qui est absolument énorme. Le problème, c'est que ce sont des comportements humains et il n'y a pas plus difficile à changer que les comportements humains. Donc à la fois, on se dit qu'il y a une proximité, il y a une possibilité de réduction très très forte de l'incidence des cancers par des mesures qui paraissent simples. Et de l'autre côté, bien, il y a l'humain qui est une structure extrêmement complexe et qui a beau être très informé des conséquences de ces comportements, pour autant persiste avec ces comportements, persiste avec l'exposition solaire excessive, avec une alimentation qui est plus de la malbouffe, avec pas assez d'activité physique, et puis une consommation de tabac. Même si on a une diminution du tabac en France, ça reste 30% de la population française, ce qui est absolument énorme. Vous pensez que ça peut passer justement par quoi? Par l'éducation, par l'obligation?
Je pense que c'est toujours un faisceau d'éléments et surtout, il faut que ces éléments soient acceptés et pris en main par la population elle-même, en fait. C'est-à-dire que si on impose quelque chose, ça ne marche jamais très bien. Je pense qu'effectivement, c'est d'abord beaucoup plus de moyens pour la prévention. Santé publique France a un budget qui est risible au regard du défi qui est colossal. Donc, c'est l'augmentation considérable du budget de structures qui s'intéressent particulièrement à la santé publique et à la prévention. C'est différentes méthodes qui vont effectivement de politiques éducatives pour ce qui est des scolaires, des politiques de soutien à la vaccination et d'information sur la vaccination, et puis des politiques aussi de prévention un peu plus complexes qui font appel à des mécanismes comportementaux divers. Et il faut évaluer quels sont les mécanismes qui font que les gens vont adopter une activité passive ou active en se promenant dans l'univers urbain. Qu'est-ce qui fait que l'environnement va moins prêter à la consommation, non à la consommation de tabac? Qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt dans un supermarché acheter une alimentation équilibrée ou au contraire de la junk food? Donc tous ces mécanismes-là sont très difficiles à mettre en place, mais sont vraiment essentiels. Et identifier quels sont les bons mécanismes et les bons mécanismes qui durent dans le temps, c'est quelque chose de très complexe. Alors, quelle est la note d'espoir que vous pourriez nous donner aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la recherche, les traitements qui s'améliorent, la prise en charge des cancers en général? La note d'espoir, elle est quand même considérable, c'est-à-dire qu'on voit une amélioration du taux de guérison dans plusieurs cancers au cours des 20 dernières années qui est vraiment importante. On voit arriver de plus en plus de nouvelles molécules qui sont porteuses d'un espoir considérable. On voit apparaître des démarches en termes de chirurgie du cancer où on est de plus en plus exigeant sur la qualité de cette chirurgie et sur la pertinence du geste pour limiter les séquelles et augmenter la guérison. Il y a vraiment des progrès qui sont considérables, mais ces progrès sont lents. Il va falloir travailler encore beaucoup. Elles sont toujours trop lentes quand on est évidemment atteint d'un cancer. Mais à la question, est-ce qu'il y a des progrès? Il y a tous les jours de très nombreux progrès qui permettent d'améliorer chaque jour un peu plus la guérison de ces patients, au point qu'aujourd'hui, une des grosses thématiques qui vient, c'est OK, une fois qu'on a été traité du cancer, ce que les gens appellent l'après-cancer, qui est une source de complications parfois aussi lourde que les traitements du cancer, c'est-à-dire des difficultés dans le travail, des difficultés sur le plan psychologique, des difficultés en termes de dépression, des difficultés au niveau en termes de douleur, en termes de séquelles de traitement, eh bien, ça devient un sujet important. Et ça devient un sujet important tout simplement parce qu'aujourd'hui, on arrive à guérir en termes de le patient ne meurt plus de tous les cancers. Ce n'est pas vrai pour un certain nombre de cancers, mais il y a de plus en plus de patients qui guérissent de leur cancer. Donc, c'est un vrai progrès et c'est un progrès qui est dû à la recherche, qui est dû à l'innovation et qui est dû notamment à l'informatique et à l'analyse des données de tout type qui permet d'améliorer ça. Alors, si vous aviez un seul message à faire passer ou à dire, quel serait-il? Je crois qu'un des messages les importants que j'aurais à faire passer aujourd'hui, c'est vraiment de se poser constamment beaucoup plus la question de quelle est la pertinence de nos actions, aussi bien de recherche, d'enseignement que de prise en charge clinique en termes de politique publique. On doit être obsédé aujourd'hui sur quelles sont les actions qui ont un véritable impact en politique publique. On ne peut plus, dans une situation où économiquement, alors on est particulièrement déstabilisé par ce qui vient de se passer avec le Covid, mais on ne peut plus aujourd'hui faire comme bon nous semble. On doit vraiment avoir ça en perspective, qui est mon action est-elle utile en termes de politique publique? Et ça amène à un raisonnement qui est beaucoup plus loin que l'acte de soin. Ça amène à un raisonnement autour du système de santé, de ce qu'est la santé, et donc dans toutes ses dimensions. Donc réfléchissons en termes de politique publique. Est-ce que ma recherche a un impact en politique publique ou est-ce qu'elle ne fait que m'intéresser? Est-ce que mon enseignement a un impact en politique publique? Est-ce que mes soins ont un impact en politique publique? Merci beaucoup, Fabien Réal, d'avoir fait ce point avec nous sur cette thématique qui est difficile, mais qui est très importante puisqu'elle touche beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous. Merci, Fabien. Merci, Florence. À bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.